Permettez-moi de vous présenter très brièvement Kathleen Schubert. Kathleen Schubert donc, est ma collègue économiste des ressources naturelles de réputation internationale. Hein. Elle a beaucoup travaillé au début de sa carrière sur les problématiques de pétrole et de peak oil, et des choses comme ça. Et depuis longtemps, on travaille, comme moi, sur les problématiques de tarification du carbone et de changement climatique. Vous avez bien compris que les deux sont intimement liés. Elle est aussi un membre éminent du Haut Conseil pour le climat. Vous savez, cette institution qui a été mise en place il y a 3-4 ans maintenant et qui remet initialement tous les ans, mais maintenant j'en vois de plus en plus, des rapports du Haut Conseil pour le climat qui fait directement recommandation au gouvernement sur comment gérer la problématique de la transition énergétique en France. Mais est-ce qu'il me manque des choses dans cette présentation? Tu as été aussi lead auteur de rapport du GIEC, toi, non? Non, jamais. Tu n'as pas fait ça, toi? Je n'ai pas fait ça. Ok. Bon, écoute, je te laisse 45 minutes. 45 minutes, si tu peux laisser 5 minutes à la fin, ce serait pas mal. Merci. Merci, Christian. Merci de m'avoir invité. Donc, je crois que, comme vous l'a expliqué Christian, il y a un énorme consensus parmi les économistes en faveur de la taxe carbone comme politique climatique à mettre en place de toute urgence. Ceci depuis 1920, depuis Pigou. Donc on connaît parfaitement les propriétés théoriques de la taxe carbone, on sait que c'est un bon instrument. Il y a juste un léger problème, comme vous avez pu le voir, c'est très peu appliqué au niveau mondial. Il y a très peu de pays, en fait, qui ont des taxes carbone un peu conséquentes. À part les pays d'Europe du Nord et la France un petit peu, c'est très très peu utilisé. Et ça rencontre souvent une opposition forte. Bon, on a parlé des gilets jaunes, mais c'est pas le seul cas. La France n'est pas le seul cas. En Australie, le gouvernement qui avait mis en place la taxe carbone, le gouvernement d'après n'a eu de cesse de supprimer cette politique, etc. etc. Donc c'est un instrument qui a beaucoup de qualités, qui a toutes les qualités sur le papier, mais dont on a beaucoup de mal à mettre en place. Et donc, je pense qu'il est très important pour nous de réfléchir vraiment au fond sur les raisons de ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des oppositions contre la taxe carbone qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça et pour qu'en effet, cet instrument qui est complètement indispensable à mettre en place le soit effectivement. Donc, je crois que les économistes sont un peu courts sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on regarde ce qu'ont à dire les autres sciences sociales. Alors, je m'excuse d'avance parce que je ne suis ni sociologue, ni spécialiste de sciences politiques, ni spécialiste de sciences du comportement, mais je pense quand même qu'il est très, très important d'aller regarder de façon un peu approfondie si on est capable de dire des choses sur les raisons de l'opposition afin de pallier, en fait, à ces problèmes et de pouvoir effectivement implémenter ces taxes carbone dont on a réellement besoin. Voilà, donc je vais regarder un petit peu, avant de parler du cas de la France, et d'essayer de comprendre pourquoi il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes et qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer la tarification du carbone. Je vais essayer de regarder de façon un peu plus générale ce qu'on peut apprendre des sciences sociales sur ce thème-là. Donc ici, je vous expliquais que la taxe carbone, c'est très important. Je passe parce que Christian vous l'a abondamment expliqué. Elle est nécessaire, elle est absolument nécessaire. Elle n'est probablement pas suffisante parce qu'on peut montrer que dans un monde où il existe d'autres imperfections que le changement climatique, il va y avoir besoin d'autres instruments pour complémenter la taxe carbone. Et en réalité, d'ailleurs, la politique climatique, dans les faits, utilise des tas d'autres instruments. Bon, des subventions aux technologies propres, subventions aux renouvelables, des normes, des réglementations, des interdictions, des tas d'autres instruments, concrètement. Ces instruments, qui ne sont pas des instruments de prix, ont une efficacité qui est mal connue en réalité. L'évaluation de ces instruments est indispensable, mais elle est assez rarement faite. On ne sait pas réellement quelle est l'efficacité en termes climatiques d'une norme automobile, par exemple. Et les coûts en termes de tonnes de carbone évitées sont incertains et probablement souvent élevés, comme vous l'a dit Christian. Ceci dit, la taxe carbone suscite une très forte opposition. Les normes et les subventions c'est clair, mais les normes même, les réglementations sont beaucoup plus populaires. Et donc pourquoi ? C'est la question que je veux regarder maintenant. Donc, regardons un peu au niveau individuel d'abord, les facteurs individuels
qui affectent la façon dont les gens vont accepter ou vont rejeter la taxe carbone. Donc j'ai essayé de citer quelques aspects, c'est sûrement pas complet, mais il y a d'abord tout un tas de facteurs individuels, hein, les valeurs personnelles, ce que vous pensez qui est important pour vous, qui influent vos croyances en matière de changement climatique, qui influent également sur vos normes personnelles, et tout ça va influer sur la façon dont vous considérez la politique climatique, et en particulier la taxe carbone. L'effet sur votre propre pouvoir d'achat, est-ce que vous considérez que l'instrument est équitable? Est-ce que vous considérez qu'il est une atteinte à votre liberté ou pas? Et est-ce que vous considérez qu'il est efficace? Donc tout un tas de circonstances personnelles, disons, qui vont influer sur ces perceptions que vous avez de l'instrument taxe carbone. En plus de ces perceptions, de ces circonstances personnelles, vous avez également la façon dont vous voyez vos interactions avec les autres, la confiance interpersonnelle, mais aussi, et probablement surtout, la confiance en les institutions. Est-ce que vous avez confiance dans votre gouvernement qui va vous dire qu'il est très important de mettre en place une taxe carbone? Est-ce que vous le croyez? D'accord? Donc ça, ce sont des circonstances, disons, des facteurs personnels. Maintenant, évidemment, on est dans une société, on n'est pas des individus tout seuls. Et dans la société, les circonstances également, le contexte social influe fortement sur cette façon dont vous allez considérer l'instrument de taxe carbone. Donc j'ai cité quelques facteurs de contexte social. Bon, il y a évidemment l'histoire, la culture de façon générale, les normes sociales qui prévalent dans votre société, la qualité de votre gouvernement, et puis aussi le contexte en matière d'inégalité, de cohésion sociale. Une société très inégalitaire aura probablement plus de mal à accepter la taxe carbone qu'une société plus égalitaire. Donc tout ce contexte social est évidemment très important. Et enfin, j'ai cité deux autres éléments ici. Ici, ce que vous recevez en termes d'éducation ou d'information, ce à quoi vous êtes exposé. Bon, l'éducation, c'est clair. L'information, ça peut être une information, disons, positive ou négative. Vous pouvez baigner dans une société dans laquelle l'information qu'on vous fournit sur le changement climatique est une information de type climato-sceptique, par exemple, ou bien est une information provenant de lobbies industriels qui vous expliquent que non, c'est pas grave du tout, etc. Il y a aussi une forte importance sur la façon dont vous percevez tout ça, forte importance de votre groupe de référence. À quel groupe vous appartenez? Quelles sont vos références? Quels sont vos amis? Qu'est-ce qu'ils pensent? D'accord? Et ça, c'est également très important, à la fois pour vos croyances en matière de changement climatique, pour votre confiance dans les institutions, etc. Et donc, tous ces éléments, vous voyez que c'est très compliqué, en fait. Et est-ce qu'on va être capable de dire, en réfléchissant à tout cela, est-ce qu'on va être capable de dire quelque chose sur, finalement, le point qui nous intéresse, qui est l'acceptation ou non de la société, des individus, de cette politique climatique, de la taxe carbone? Voilà. Donc, quand on pense à ces points que j'ai évoqués ici, on peut réfléchir tout de suite à des remèdes possibles. Au point de vue individuel, sur les facteurs individuels, l'effet sur son propre pouvoir d'achat, si on craint ou si on observe que la taxe carbone va avoir un effet négatif grave sur son pouvoir d'achat, le remède, disons, c'est ce qu'a expliqué Christian tout à l'heure, le dividende. Utiliser les recettes obtenues grâce à cette taxe carbone pour redistribuer, en fait, sous forme de dividende, cet argent, en particulier aux gens les plus vulnérables, pour gommer l'effet négatif sur le pouvoir d'achat des plus pauvres, en fait, des plus vulnérables. Donc ça, c'est tout à fait possible. Alors, ça peut être une redistribution générale à tout le monde, ça peut être des transferts ciblés, en fait. Donc ça, il faut réfléchir aux modalités précises, aux meilleures modalités possibles de cette redistribution. Sur le plan de l'équité, vous avez aussi la taxe dividende. Donc le dividende va gommer, en fait, les inégalités, l'augmentation des inégalités produites par la taxe. Ça va être équitable. J'ai oublié d'écrire quelque chose de très important. C'est qu'en matière d'équité, il faut aussi que tout le monde soit traité à la même enseigne.
Par exemple, en France, le fait que l'automobile soit taxée, que les conducteurs automobiles paient la taxe carbone, mais pas les gens qui prennent l'avion, est un facteur très inéquitable en fait, et qui symboliquement participe au fait qu'on accepte mal la taxe carbone. La liberté. Bon, la voiture, par exemple, c'est un instrument de liberté important. L'avion aussi, ça vous permet d'aller voir le monde. Donc, très clairement, ce sont des instruments de liberté dont on supporte mal d'être privé. Et là, évidemment, ce qui est important, c'est d'accompagner la taxe par des investissements publics, par exemple, dans des alternatives. Il faut que les gens aient des alternatives. Sinon, si c'est juste les priver de leur voiture ou de l'avion, ça ne va pas, d'accord ? Donc, il y a nécessité d'investir pour offrir des alternatives, pour complémenter, en fait, cette taxe. Enfin, l'efficacité. Il y a beaucoup de monde qui ne croit pas, qui ne comprend pas, qui ne croit pas en l'efficacité de la taxe carbone, qui ne croit pas que c'est un instrument qui va efficacement réduire les émissions de carbone, qui pense juste qu'en fait, mettre une taxe carbone, c'est pour avoir de l'argent pour le budget, quoi. Et là, donc, il est important, effectivement, d'informer. Il est important de fournir des preuves, de montrer aux gens que c'est un instrument efficace. Par exemple, vous pouvez venir suivre le cours ou écouter le cours de Christian, qui vous a montré tout à l'heure sur l'exemple de l'automobile aux États-Unis et en Europe, que c'est en effet efficace. Mais il y a beaucoup de gens qui ne le croient pas, et très clairement, les agents comprennent beaucoup mieux, en fait, les problématiques d'équité, les problématiques de liberté, les problématiques de justice, que les problématiques d'efficacité ou d'incitation, qui sont chères aux économistes. Donc, il est très important d'expliquer très bien cela. Sur les facteurs de contexte, un facteur de contexte au niveau social, un facteur très important, c'est la transparence dans les effets de la taxe, dans l'utilisation des recettes. Tout ça doit être extrêmement transparent pour que les gens croient, en fait, à ce qui est fait. L'effort doit être partagé de façon équitable. La taxe ne doit pas augmenter les inégalités. La taxe doit aussi participer probablement de la construction d'un projet collectif. On veut lutter collectivement contre le changement climatique. Il faut que ce soit un projet collectif clair qui entraîne, si possible, une grande partie de la société. Et enfin, donc ça c'est un point un peu différent, peut-être il ne faut juste pas l'appeler taxe. Aux États-Unis, quand vous dites taxe, c'est un gros mot, c'est une injure en fait. Enfin, voilà. Donc peut-être qu'il ne faut juste pas l'appeler taxe. On a essayé en France d'appeler ça contribution climat-énergie. Bon, ça n'a pas trompé grand monde. Mais peut-être que quand on l'appelle CSPE, par exemple, contribution au service public de l'électricité, comme a expliqué Christian, personne n'a râlé contre ça. Ou alors, si on l'appelle marché de permis d'émission négociable, bon. Ça c'est une petite plaisanterie. Changer de terminologie. Voilà, donc je voudrais regarder, juste pour essayer de hiérarchiser un peu ces éléments qu'on vient de voir, regarder un peu ce que disent les enquêtes ou les sondages récents, les plus récents. Alors, ils disent d'abord, tous disent ça, que les Français ne sont très majoritairement pas climato-sceptiques. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, hein. Et donc ça, c'est important à savoir. Il n'y a pas de majorité climato-sceptique en France. Deuxièmement, les Français perçoivent le changement climatique comme un problème grave. En dépit du fait qu'ils soient quand même mal informés. Les connaissances sur le sujet ne sont pas très bonnes, en réalité. Mais le problème est perçu comme grave. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un sondage très récent fait par Opinionway pour les Échos, bon, très très récent, je crois que c'est d'octobre ou de novembre 2021, où vous voyez que le changement climatique est une priorité, une urgence absolue pour beaucoup de gens, une priorité importante. D'accord ? Et ça a augmenté dans les années récentes par rapport au précédent sondage. Donc il n'y a pas de climato-scepticisme et pas de doute sur l'importance du sujet. Il y a aussi une perception que la lutte contre le changement climatique est coûteuse. Je vous ai mis de nouveau un exemple ici. En dépit du fait qu'on a beaucoup dit en France aux gens que, comme a dit Christian, le changement climatique, on allait pouvoir régler le problème sans coût, que c'était un chemin pavé de roses. Bon, en fait, les gens ont bien compris que ce n'est pas vrai. Ils ont compris que la lutte contre le changement climatique va être coûteuse. Ils ont compris que, bon, je ne lis pas ce qui est écrit sur le
transparents, mais donc c'est important de se rendre compte qu'ils sont conscients qu'il va y avoir des coûts. Ils ont compris également que leurs modes de vie devront changer, c'est-à-dire que le choc est gros. C'est un gros choc de passer à 0 émission de carbone net qui va impacter fortement les modes de vie. Et donc, les agents ont compris cela. Alors, je ne sais pas si vous voyez très très bien. Moi, non. Alors, je mets mes lunettes. D'ailleurs, je ne vois toujours pas, mais bon, c'est vraiment trop petit. Excusez-moi. Donc, vous regardez sur les transparents. Donc, ce que disent les transparents, c'est que les modes de vie vont changer. Donc, les gens l'ont compris. Ils ne croient pas tellement que c'est le progrès technique, par exemple, qui va régler tous les problèmes, hein, comme c'est souvent le cas dans les pays plus optimistes sur le plan technologique, comme les États-Unis. Ils ne pensent pas ça. Ils comprennent que les modes de vie vont changer et ils ont ils acceptent quand même, dans une certaine mesure, le fait qu'ils vont devoir changer leur mode de vie. Voilà, donc vous regarderez les détails. Je vous rappelle que vous aurez les transparents ce soir. Vous aurez les transparents ce soir. Alors ensuite, là j'ai voulu vous montrer le fait que, enfin, c'est un sondage, un autre sondage hein, qui a été fait par l'ADEME, celui-là, très récent aussi, toute fin 2021, qui demande aux gens les actions qu'ils sont prêts à faire en fait pour lutter contre le changement climatique. Et là vous voyez les actions qui rencontrent un grand succès et les actions qui rencontrent très peu de succès. Ou pas du tout. Donc les actions qui rencontrent un grand succès, c'est par exemple des choses comme trier les déchets, changer de chauffage, veiller à acheter des légumes de saison. Enfin, vous voyez, c'est des petites actions, c'est ce qu'on peut appeler des petits gestes que les agents sont prêts à faire. Donc les agents sont majoritairement prêts à faire plein de petits gestes, en fait, pour lutter contre le changement climatique. Je vous explique ça parce que ce qui est intéressant, c'est que la littérature économique indique que voir que des gens sont prêts à faire ces petits gestes personnels, individuels, pour lutter contre le changement climatique, n'indique pas du tout qu'ils sont prêts à accepter des politiques climatiques de prix, comme la taxe carbone. C'est assez intéressant à voir. Quelque part, être très volontaire pour faire des petits gestes, comme manger un peu moins de viande ou aller un peu plus... voilà, enfin, des petits gestes comme ça, ou trier ses déchets, c'est en fait peut-être une façon des gens de se dédouaner. Ils se disent, OK, je mange moins de viande, je trie mes déchets, ça va, on ne va pas me faire en plus payer une taxe carbone. Donc c'est intéressant à observer. Vous verrez que là, en bas du tableau, vous avez les instruments plus de prix. Et donc c'est mon transparent suivant. Donc, en revanche, dans les sondages, les instruments de prix, et en particulier la taxe carbone, donc vous avez moins de consensus. Vous avez en fait, très souvent, quand on demande aux gens s'ils sont prêts à payer une taxe carbone, et dans les transparents des exemples que je vous donne ensuite, vous verrez que c'est à peu près 50-50. C'est des fois 49-51. Enfin, il y a la plupart du temps, dans la plupart des sondages, quelque chose d'assez indéterminé. Je vous dis ça parce qu'il ne faut pas croire que la majorité absolue, qu'il y a 90% des gens en France qui sont contre la taxe carbone. Ce n'est pas exact, c'est très partagé. Donc, pour être plus précis, avant le mouvement des Gilets jaunes, les opinions étaient légèrement favorables à la taxe carbone. Juste après le mouvement des Gilets jaunes, vous avez ce travail de Thomas Douenne et Adrien Fabre, qui étaient des doctorants dans mon laboratoire, qui ont fait une enquête juste après le mouvement des Gilets jaunes. Et là, le rejet de la taxe carbone était très fort, bien que dans leur sondage, ils aient proposé un mécanisme taxe carbone plus dividende. Donc le rejet était à 70%. Un rejet extrêmement fort. Alors, est-ce que c'est un élément de contexte parce que c'était juste après le mouvement des Gilets jaunes? Je ne sais pas. Toujours est-il que les enquêtes plus récentes, donc Opinionway pour le printemps de l'économie en septembre ou l'enquête ADEME, montrent pour le premier une très faible majorité contre la taxe, donc ce n'est pas du tout 70%, hein, et pour le second, une très légère majorité en faveur de la taxe. Voilà, les détails sont là. Hein. Je vous ai mis les détails, surtout les détails par âge et par catégorie d'agents, hein, pour que vous puissiez voir ça. Bon, je vais pas insister, donc vous pourrez voir sur ces transparents les détails. Ah non, il ne faut pas dire transparent, pardon.
Voilà. Donc ça, c'était les résultats sur des enquêtes sur les autres instruments des politiques climatiques. Donc je vous ai mis de nouveau deux enquêtes. Hein. Et ces enquêtes indiquent que les Français sont majoritairement en faveur des normes environnementales. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils préfèrent beaucoup les normes. Donc, normes environnementales plus strictes dans le bâtiment et les transports. Ils sont très en faveur d'une taxe sur le kérosène. Donc ça, c'est le sondage, c'est des résultats du sondage qu'ont fait les deux doctorants dont je vous ai parlé, Thomas Douaine et Adrien Fabre. Je leur avais dit de rajouter dans ce sondage une question sur la taxe sur la viande rouge. Vous voyez qu'en fait, la taxe sur la viande, c'est encore bien pire que la taxe carbone. Il n'y a rien que le péage urbain qui est pire. Hein. Les Français ne veulent pas du tout une taxe sur la viande. Petite parenthèse, je ferme cette parenthèse. Donc les Français aiment bien les normes. Ils sont majoritairement en faveur des normes. Taxe sur le kérosène. On a parlé tout à l'heure du fait que la viande n'étant pas taxée, c'est perçu comme très injuste, à juste titre. Et ils aiment bien aussi des investissements dans les énergies renouvelables. Ils aiment bien aussi le bonus-malus automobile. Donc vous verrez ici les détails. Ça correspond tout à fait, en fait, à ce qui s'est passé dans la Convention citoyenne pour le climat. Dans la Convention citoyenne pour le climat, en fait, les 150 citoyens ont proposé à la fin un programme de 150 mesures dont la taxe carbone était absente. C'était en fait tout sauf la taxe carbone, en réalité, et en particulier donc ces instruments que je viens d'évoquer là. Voilà. Donc, je vous regarde maintenant un petit peu le cas de la taxe carbone française pour essayer de voir si on peut comprendre donc, un peu plus profondément ce qui s'est passé en France. Donc, la taxe carbone française, pour vous donner des détails un petit peu sur son mécanisme. Donc, elle touche les émissions provenant de sources diffuses, c'est-à-dire logement, enfin, habitat, transport, pas toutes, hein, il y a des exemptions, comme je l'ai dit, qui sont environ 3/4 des émissions françaises et qui sont stables depuis 1990. Ce qui veut dire que les instruments qui existent en France, normes et réglementations en particulier, n'ont pas réussi en fait à faire baisser ces émissions. Elles sont stables depuis 1990. D'où en fait évidemment l'importance d'avoir mis en place la taxe carbone. Cette taxe carbone, elle a été mise en place après plusieurs tentatives avortées. Elle a été mise en place en 2015. Elle a été appelée contribution climat-énergie. Donc justement pour ne pas l'appeler taxe carbone. C'est une accise qui est appliquée au contenu en carbone, au contenu en CO2 des énergies. Elle a été introduite en France en 2015 à un taux extrêmement faible et elle a été assortie d'un engagement du gouvernement de l'augmenter progressivement. Le fait qu'elle ait été introduite à un taux très faible fait en réalité qu'elle est passée inaperçue. Personne ne s'est aperçu, ou presque, à part les économistes. Et donc, il n'y a eu aucune opposition, bien sûr. Et ensuite, quand elle a commencé à augmenter, évidemment, elle est devenue de plus en plus visible. Elle a atteint en 2018 44,6 € par tonne de CO2. Il avait été prévu qu'elle passe à 55 € par tonne de CO2 et ensuite qu'elle continue à augmenter. Et là, vous avez eu le mouvement des Gilets jaunes, donc, et la taxe carbone a été bloquée à ce niveau de 44,6 € par tonne de CO2, auquel elle est encore aujourd'hui. Dernier détail, elle est payée aux 2/3 par les ménages et 1/3 par les entreprises. Donc, il faut avoir un peu ça en tête, elle est majoritairement quand même payée par les ménages. Donc là, je vous ai mis sa chronique exacte depuis 2014 jusqu'à maintenant. Donc la chronique vert clair, c'est celle qui avait été initialement prévue par le gouvernement. La chronique vert foncé, c'est l'augmentation de l'augmentation, disons, qui avait été programmée par Nicolas Hulot, en fait. Et donc on s'est arrêté en 2018 à 44,6. Mais vous voyez que la trajectoire était très ambitieuse. Hein. La trajectoire menait à 100 € par tonne de CO2 en 2030. Donc c'était une trajectoire ambitieuse. Donc là, ce tableau, je ne vais pas le détailler non plus, mais ce tableau, c'était là pour vous informer, pour vous dire en fait qu'au moment où la taxe carbone, au moment du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu également une très forte augmentation du prix du pétrole
brut, pas brut, du prix du pétrole producteur, donc du prix fixé par l'OPEP, quoi, du prix mondial du pétrole. Évidemment, par rapport à l'augmentation du prix du pétrole, l'augmentation de la taxe a été faible. Mais c'est la taxe, les ménages avaient bien compris qu'ils ne pouvaient pas arrêter l'augmentation du prix mondial du pétrole. C'est pourquoi ils ont demandé qu'on arrête l'augmentation de la taxe sur laquelle le gouvernement a une prise. C'est exactement ce qui s'est passé très récemment avec l'augmentation du prix du gaz. Il y a pas mal de gens qui ont dit alors enlevons les taxes. Donc évidemment. Donc les effets distributifs. Ces tableaux, ces graphiques que je vais vous montrer s'appuient sur un travail qu'on a fait avec Dominique Bureau, Fanny Henriet et Thomas Douen pour le Conseil d'analyse économique en 2019. Donc on a regardé les impacts qu'aurait eu la trajectoire, l'augmentation de la taxe carbone telle qu'elle avait été prévue avant l'arrêt de cette augmentation suite au mouvement des Gilets jaunes. On a regardé l'impact qu'elle aurait eu en matière distributive sur les différentes catégories de ménages. Donc on a simulé ça à l'aide d'un modèle de microsimulation très précis, en fait, qui décrit la situation des ménages français. Donc ici, vous voyez en abscisse, là, dans l'axe horizontal, ce sont les déciles de niveau de vie. Donc les premiers déciles, c'est les gens les plus pauvres, par là, c'est les agents les plus riches, les ménages les plus pauvres et les plus riches. Et là, vous voyez en fait le taux d'effort qu'on demande à ces ménages. Et donc le taux d'effort est séparé en 3 catégories. Ce qui est dû au rattrapage, oui, parce qu'il y avait également prévu un rattrapage de la taxe qui est payée sur le diesel par rapport à la taxe qui est payée sur l'essence. Donc en bleu clair, c'est le taux d'effort demandé par ce rattrapage. En bleu foncé, c'est le taux d'effort qui est demandé par l'augmentation de la taxe, en raison de l'augmentation de la taxe sur les transports. Et en noir, c'est sur le logement. Vous voyez qu'en fait, le taux d'effort demandé aux ménages pauvres est très clairement bien plus important que le taux d'effort demandé aux ménages riches. La taxe carbone est régressive, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est le cas dans tous les pays développés, c'est un peu moins le cas dans les pays en développement, pour des raisons du fait que dans les pays en développement, beaucoup de gens pauvres n'ont pas de voiture, par exemple. Mais là, elle est très clairement régressive. C'est surtout un effet logement, plus qu'un effet voiture. Mais bon, elle est régressive dans les 2 dimensions. Donc évidemment, quand les ménages se plaignent du fait qu'elle n'est pas équitable, en fait, ils ont raison, très clairement. Deuxième aspect qu'on a mis en évidence, c'est qu'au sein de chaque classe de revenus, premier décile, deuxième décile, troisième décile, etc., il y a de très fortes hétérogénéités. Donc pour un même niveau de revenu, les différentes personnes ne sont pas du tout affectées de la même façon par la taxe carbone. C'est ce qu'on appelle les hétérogénéités horizontales. Les hétérogénéités verticales, c'est les hétérogénéités en termes de classe de revenus. Horizontales, c'est au sein d'une classe de revenus. Et elles sont dues à quoi ? Elles sont dues aux différences d'équipement. En fait, pour un revenu donné, il y a une très grande différence d'impact de la taxe carbone sur les gens qui ont une voiture, très grosse voiture, très consommatrice, par rapport à ceux qui n'en ont pas. Et le logement, c'est pareil. Si vous habitez dans un habitat rural, dans une maison, une grande maison, vous allez payer beaucoup plus en chauffage à revenu donné que si vous êtes un Parisien dans un petit appartement avec un chauffage collectif. Donc ça, c'est parfaitement clair. De même, si vous êtes un Parisien, vous pourrez prendre le métro. Si vous êtes un rural, vous n'aurez pas cette possibilité. Donc vous serez plus impacté. Je n'ai pas Twitter, donc je peux dire ça. Voilà. Donc ici, vous voyez l'hétérogénéité verticale, c'est-à-dire vous voyez au sein de chaque décile qu'il y a des gens qui sont énormément plus impactés que d'autres, en fonction de leurs équipements, leur localisation géographique, etc. Donc le point suivant qu'on a regardé de près, c'est comment redistribuer les recettes de la taxe carbone aux ménages pour gommer cette régressivité et pour faire qu'on la rende juste, au sens où elle ne pèsera pas davantage sur les ménages les plus pauvres et elle n'affectera pas davantage les ménages ruraux, par exemple, par rapport aux ménages urbains. Donc, l'enseignement de cet exercice qu'on a fait, c'est que c'est tout à fait possible, en fait.
il faut trouver une façon intelligente de redistribuer les recettes aux ménages, mais c'est tout à fait possible. On a proposé ici, pour illustrer, disons, un mécanisme qui permettait de faire que dans les 6 premiers déciles, quasiment aucun ménage n'était perdant à l'instauration de la taxe carbone. D'accord, donc le scénario précis, c'est celui-là. Ce sont des transferts décroissants avec le revenu. Donc, vous voyez, 350 € aux 3 premiers déciles, 300 au deuxième, 250 etc. Bon, des transferts décroissants, accompagnés avec des transferts ciblés géographiquement. D'accord, pour régler le fait que les ménages ruraux sont de toute façon plus affectés que les ménages urbains. Il faut faire attention avec ça. Avec le ciblage des transferts, cibler les transferts pour alléger en fait le poids sur les ménages les plus vulnérables, c'est une excellente idée, mais assez théorique en réalité, parce qu'il faut faire attention que le ciblage ne devienne pas une énorme usine à gaz, un truc tellement compliqué et tellement coûteux à mettre en place que finalement on va juste pas y arriver, quoi. Mais voilà, donc je voulais signaler ce point. Mais en théorie, il est faisable, enfin il est tout à fait faisable de rendre la taxe carbone juste. Alors, excuse-moi, Kathleen, juste un point. En compensant plus les ruraux que les citadins, est-ce que tu n'empêches pas aussi le fait que le changement climatique doit nous forcer aussi à densifier les villes parce que si le mode de vie citadin émet moins de CO2 que le mode de vie rural, est-ce qu'il n'est pas, enfin, du point de vue du changement climatique, il y a une thématique de densifier les villes, accepter qu'en centre-ville, on construise des étages supplémentaires aux maisons pour pouvoir y accueillir plus de monde. Si c'est un avantage climatique, évidemment, il y a des problématiques d'aménagement du territoire, de désertification du monde rural, mais je comprends que dans un débat sur quel mode de vie les Français devraient avoir, l'idée qu'il faut densifier les villes est un problème. Mais ayons quand même en tête, dans l'analyse co-bénéfice, que la densification des villes est un instrument, en fait, un moyen de réduire les émissions de CO2 du pays. Je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que la façon dont on occupe l'espace est une illustration parfaitement claire aussi de l'efficacité de la taxe, parce que vous voyez bien qu'on a fait de l'étalement urbain, en fait, et une des raisons qui a permis ça, c'est la disponibilité d'une énergie pas chère. C'est le cas aussi aux États-Unis, cet étalement urbain énorme, évidemment par rapport aux villes très denses du passé, l'énergie pas chère et la voiture sont un des facteurs. Donc je suis entièrement d'accord avec toi. C'est compliqué, parce qu'il n'en demeure pas moins que on veut réduire l'étalement urbain, c'est clair, c'est quelque chose qui va prendre très 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 longtemps. Façonner la façon dont on occupe l'espace, ça va prendre des décennies, et en attendant, on n'a pas trop envie quand même non plus de défavoriser les ruraux. Il n'y a pas de raison finalement que les ruraux qui ont une activité économique qui ne peut se faire qu'à la campagne, voilà. Bon, donc c'est assez compliqué, mais je reconnais qu'il y a un point sur lequel il faut vraiment, vraiment réfléchir. Alors, si on est, en tant qu'économiste, si on arrive à la conclusion que pour rendre la taxe carbone juste, il faut la sortir d'une redistribution des recettes, le dividende, d'une façon ou d'une autre, comme je viens de l'expliquer. La question suivante, c'est est-ce que du coup, faire ça, ça va permettre que la taxe carbone devienne acceptable? Est-ce que ça va augmenter est-ce que ça va faire que les gens vont dire ah oui, bah finalement, donc comme ça, c'est une bonne idée. D'accord ? Donc c'est l'étape suivante. Donc là, je me fonde sur un travail qui a été fait toujours par les deux mêmes, Douane et Fabre. De nouveau, juste avant le mouvement des Gilets jaunes, c'est ce travail d'enquête dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans leur enquête, dans la question qu'ils ont posée aux gens, ils leur ont posé une question, non pas d'acceptation, est-ce qu'ils acceptaient une taxe carbone, mais est-ce qu'ils acceptaient une taxe carbone assortie d'un dividende, en leur expliquant bien ce que c'était. Donc, normalement, une taxe carbone que nous, économistes, jugerions juste. Et là, ce qui nous a quand même très chagrinés, c'est que les réponses ont été négatives, très négatives, en grande majorité.
Et en fait, dans le travail qu'ils ont fait, ils ont essayé de faire un travail explicatif supplémentaire pour expliquer ce rejet. Et ce qui est très fortement mis en évidence, c'est que les gens ont des croyances extrêmement pessimistes par rapport à l'instrument qu'on leur propose, taxe carbone plus dividende. D'abord, ils perçoivent de façon erronée l'effet sur leur propre pouvoir d'achat. Ils pensent qu'ils vont perdre, toujours en fait, alors qu'avec le dividende, justement, on leur donne pour pas qu'ils perdent, pour les plus vulnérables d'entre eux. Mais donc il y a une perception erronée de l'effet sur son propre pouvoir d'achat. Il y a une mise en doute de l'efficacité environnementale de la politique, ça je l'ai déjà dit, ils ne croient tout simplement pas que ça marche. Il y a le problème du manque d'alternative, des gens qui se sentent coincés en fait, qui perçoivent qu'ils n'ont pas d'alternative, donc ils vont être obligés de continuer à polluer, donc ça va leur coûter très très cher. Et puis, il y a le manque de confiance dans le gouvernement en général, manque de confiance dans les institutions, très fort en France, et le manque de confiance dans le fait que le dividende leur sera bien versé en particulier. C'est-à-dire que les répondants, en fait, disent « Ok, le gouvernement va nous dire qu'il va nous verser le dividende, ils vont faire ça la première année, puis après, bon, vous voyez. » Donc, il y a ce très fort, en fait, problème de confiance. Et c'est un pessimisme qui est bien ancré, parce que dans le travail qu'ont fait Thomas Douen et Adrien Fabre, ils ont en fait fait un travail en 2 étapes. Le premier sondage, regarder les réponses, et ensuite fournir aux agents des informations sur la réelle perte de pouvoir d'achat qu'ils vont encourir. Ils leur disent, mais non, vous voyez, vous croyez que vous perdez beaucoup, mais en réalité, ce n'est pas du tout ça que vous allez perdre. Mais le pessimisme est bien ancré. Les répondants acceptent de réviser leurs croyances lorsqu'on leur donne des informations négatives, c'est-à-dire lorsqu'on leur dit que vous allez perdre plus que ce qu'ils croyaient au début, mais ils ne révisent pas leurs croyances lorsque ces informations sont positives. Donc ce rôle des croyances, ce pessimisme, ce manque de confiance est un point très, très compliqué à, évidemment, très important clairement et très compliqué à changer. Voilà. J'arrive vers la fin. Voilà, j'ai encore un petit peu de temps. Donc, je voudrais dire juste quelques mots sur pourquoi les Français préfèrent que les recettes de la taxe soient utilisées pour financer la transition énergétique. Parce que, d'après le sondage dont je viens de vous parler, ils n'aiment pas taxe plus dividende. Par contre, ils sont beaucoup plus favorables si on leur dit que les recettes de la taxe vont être utilisées pour financer la transition énergétique. Alors, quelle peut en être la raison ? Ce n'est pas tout à fait évident. Donc, peut-être que c'est juste parce que, comme je l'ai déjà dit, ils ne perçoivent pas l'effet incitatif de la taxe, ils ne perçoivent pas son efficacité. Donc, ils se disent que si la taxe n'est pas utilisée pour financer la transition énergétique, elle va juste servir à rien, sauf à me faire payer. Là, si la taxe est utilisée pour financer la transition énergétique, il y a une certitude quelque part qu'elle servira bien pour lutter contre le changement climatique. C'est peut-être ça, simplement, qui fait augmenter son acceptabilité. Il y a peut-être d'autres raisons, je ne sais pas, hein, mais c'est des choses sur lesquelles on peut réfléchir. Pourquoi préfèrent-ils les normes et les réglementations ? Toute la littérature économique explique que la plupart du temps, elles sont tout aussi régressives que la taxe carbone, voire pire. Les normes sont régressives, les subventions profitent principalement aux ménages riches, comme l'a expliqué Christian. En dépit de ça, elles sont beaucoup plus populaires. Alors peut-être un premier point, c'est que l'efficacité est plus apparente. Quand on a une norme, on borne la quantité d'émissions, ça marche, c'est sûr. Donc l'efficacité est plus apparente. C'est peut-être une première raison d'explication. Les coûts sont moins saillants. Saillant, dans le jargon d'un économiste, ça veut dire que ça se voit. Le coût de la taxe carbone, ça se voit. On le paye, c'est clair, c'est facile à voir. Le coût d'une norme automobile, qu'est-ce que ça a coûté finalement sur le prix de la voiture, qu'on ait mis telle ou telle norme sur les émissions des moteurs ? On n'en sait rien, ce n'est pas visible. Peut-être que c'est une des raisons de la meilleure acceptabilité. Ensuite, il y a le fait qu'on perçoit très mal les effets d'équilibre général. Pour les économistes, l'équilibre général, c'est très clair. Pour les gens, c'est très difficile à comprendre. Et en particulier, le fait que les subventions devront bien être financées, sûrement par d'autres impôts, ailleurs, quelqu'un va bien payer au final, ce n'est pas perçu. Et enfin, les normes et les réglementations s'appliquent de la même façon à tout le monde. Ça semble plus juste. La taxe, on a l'impression, ce n'est pas juste une impression, c'est aussi une réalité, que les ménages riches, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, vont pouvoir payer la taxe et continuer à faire leurs activités polluantes,
chauffer leurs énormes piscines, etc., ou prendre l'avion dans un jet privé. Tandis que les ménages pauvres, eux, la taxe, ça va vraiment peser pour eux et ça va les contraindre beaucoup. Donc, ça, c'est plus juste. La norme ou l'interdiction, tout le monde est logé à la même enseigne. D'accord ? Voilà, donc je pense que ça, c'est des choses très importantes à réfléchir parce que toutes ces choses ne sont pas c'est pas juste des mauvaises perceptions des agents ou il y a beaucoup de réalité là-dessous. Hein. Il faut adresser, il faut s'occuper de ces points de façon très sérieuse avant de vouloir mettre en place de nouveau et essayer de remettre en route une taxe carbone. Conclusion. Je pense que donc, ces résultats, je pense qu'ils sont probablement en partie spécifiques à la France et à son contexte particulier. Je vous l'ai dit qu'en Europe du Nord, la taxation du carbone avait été beaucoup plus facilement acceptée. Vous avez des pays comme les États-Unis, par exemple, où elle est viscéralement refusée. Donc, il faut regarder ce qui se passe au niveau mondial. Les comparaisons internationales sont probablement vraiment très, très importantes. Et en particulier, dans le contexte de la politique climatique européenne, l'élargissement, tout ce qu'a expliqué Christian tout à l'heure, le second marché, comment est-ce qu'il va être accepté par les Européens. Il est très important de faire ce genre d'analyse de façon différenciée en fonction des différents pays. Là, je pense. Alors, je vous signale qu'il y a un travail en ce sens en cours à l'OCDE, qui n'a pas encore abouti, mais un énorme travail d'enquête en comparaison internationale pour examiner exactement ce que j'ai essayé d'expliquer. Enfin, ces enseignements, ces choses qu'on a regardées là, sont susceptibles d'évoluer au cours du temps, et en particulier avec l'augmentation de la fréquence et de l'ampleur des catastrophes climatiques. C'est quelque chose qui est un peu triste, quelque part, mais plus on sera soumis à des catastrophes climatiques d'ampleur et fréquentes, plus on se rendra compte qu'il faut vraiment agir, et plus notre perception des instruments de la politique climatique probablement sera modifiée. Voilà, je vous remercie. Donc, Merci. Merci beaucoup, Kathleen. J'aurais 2 commentaires avant de laisser la possibilité à l'audience de poser des questions. 2 remarques. La première remarque, si les riches veulent continuer à émettre et maintenir leur mode de vie avec leur jet privé, lorsque la taxe carbone sera à 1 000 € la tonne de CO2, ça va engendrer un revenu fiscal très important qui va pouvoir permettre d'en rendre encore plus aux ménages les plus modestes. Donc il y a cette idée, effectivement, liberté, c'est dégueulasse. Moi, il prend la voiture, il prend l'avion, il continue à avoir SUV, mais il faut aussi avoir en tête que si réellement les riches continuent à maintenir leur mode de vie, ça va engendrer des revenus fiscaux quand le prix du carbone sera très élevé, qui permettra effectivement, alors que les ménages les plus modestes auront fait la transition, de leur donner des moyens financiers, d'augmenter leur pouvoir d'achat. Donc, c'est exact, mais je ne suis pas sûre que ça console vraiment beaucoup. Je suis d'accord, mais je suis d'accord. Il y a toujours le problème de la perception. Deuxième point, je voudrais aussi dire... Les Français sont friands de subventions. On préfère évidemment des subventions pour le bon comportement plutôt que des taxes sur le mauvais comportement. Il faut bien avoir en tête que la subvention pour M. X, c'est une taxe pour M. Y. Donc, en fait, les deux sont équivalents. Si vous taxez plus les Français pour permettre de subventionner les bons comportements, c'est exactement en net la même chose que ne pas taxer plus les Français et de taxer les mauvais comportements. Il y a une symétrie entre les deux. Le problème aujourd'hui, c'est que les subventions... Si on veut aller à moins 55% d'ici 2050, le niveau des subventions va être tel qu'il va falloir augmenter la pression fiscale pour financer cette transition, pour payer la subvention qui permettra de donner des bonus au bon comportement. Et aujourd'hui, étant donné le niveau de pression fiscale en France, ça me paraît encore plus problématique au niveau de l'acceptabilité. Donc les subventions, oui, bien sûr, c'est super bien, les subventions, on adore tous. Mais ayons en tête que ça implique nécessairement, si pas aujourd'hui, certainement demain, une augmentation de la pression fiscale. Voilà. Donc je propose on a la chance d'avoir 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions ?